Le ministre d'État, ministre des Transports du Niger et celui du Burkina Faso sont à Abidjan. Ils se sont entretenus aujourd'hui avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. 42,42% de taux de participation. Le oui l'a emporté avec 93% contre 6,5% pour le non. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi les résultats du référendum publié par la Commission électorale indépendante. Abidjan-Lagos, bientôt relié par une autoroute. Le projet s'accélère. Le comité chargé de piloter le projet a tenu une rencontre aujourd'hui à Abidjan. Elle a été présidée par le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Les électeurs américains ont déjà commencé à voter pour le scrutin du 8 novembre. Le vote anticipé, il est autorisé dans 37 États, parmi eux la Caroline du Nord, un État qui peut balancer côté démocrate ou républicain. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Le ministre d'État, ministre des Transports du Niger et celui du Burkina Faso étaient aujourd'hui au palais présidentiel, ici à Abidjan. Ils ont été reçus par le président de la République. Le ministre des Transports du Niger était porteur d'un message du président nigérien à son homologue ivoirien. Le Niger, candidat à la direction générale de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, veut le soutien de la Côte d'Ivoire. Awa Touré pour le reportage. Le ministre d'État, ministre des Transports du Niger, Omar Hamidou Tiana, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara un message du président nigérien Issoufou Mahamadou. Message dont le contenu se rapporte à la prochaine élection du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, l'ASECNA. La Côte d'Ivoire et le Niger sont membres de plusieurs institutions communes. À l'espèce, il s'agissait de venir présenter le candidat du Niger à la direction générale de la SECNA. Je profite pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a pris sur son temps pour nous recevoir ce vendredi matin. Je suis accompagné de mon collègue du Burkina Faso qui est également venu nous supporter dans le cadre de cette démarche. Le candidat du Niger à la direction de l'ASECNA est Mohamed Moussa, ancien ministre de la Sécurité et des Transports. Créé le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, au Sénégal, l'ASECNA regroupe 18 pays, dont la France. Je le disais à l'instant, Abidjan-Lagos, bientôt relié par une autoroute. Le projet s'accélère. Le comité chargé de piloter le projet a tenu une rencontre aujourd'hui à Abidjan et celle-ci a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les ministres et experts des infrastructures économiques de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Ghana et du Nigeria appellent au démarrage rapide de ce projet, nous explique Abou Sanogo. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos relancé. Les ministres en charge des infrastructures des 5 États concernés par le projet se sont retrouvés à Abidjan pour donner une impulsion au processus d'intégration sous-régionale et de coopération au sein de la CEDEAO à travers la réalisation de cette autoroute. La rencontre des experts a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les objectifs de la présente rencontre souhaités par les chefs d'État des pays concernés par ce projet sont d'affiner le dispositif de prise de décision et de gestion opérationnelle de celui-ci. Il s'agit également d'actualiser le planning des actions à court et moyen terme pour le remettre dans un agenda compatible avec les ambitions exprimées par les chefs d'État. À l'issue des travaux, le comité de pilotage a formulé des recommandations notamment. On a retenu que non seulement le président, qui est le pays Nigeria, et qu'on nomme un vice-président. Le vice-président, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va redynamiser le comité de pilotage pour aller plus vite. Deuxième point, on a dit on va mettre un comité qui va travailler au quotidien. Et ensuite, ce sera composé des points focaux de chaque pays qui connaissent très bien les routes, qui ont des notions environnementales, des notions en ce qui concerne juridique, des notions en ce qui concerne le tracé et comment nous allons lutter également contre les tracasseries routières. Ce qui a prévalu et qui a facilité les échanges, c'est l'intérêt de tous pour un projet qui est d'une importance capitale pour nos économies.
La deuxième chose, c'est de faire passer en avant l'intérêt principal qui est celui du projet, plutôt que d'autres facteurs. Le comité de pilotage se réunira les derniers jeudis et vendredis de chaque trimestre pour assurer le suivi et évaluation des progrès réalisés relativement à la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. 42,42% de taux de participation, comme on le voit, le oui l'a emporté avec 93% contre 6,5% pour le non. Le Conseil constitutionnel vient de confirmer les résultats du référendum publié par la Commission électorale indépendante. La décision a été rendue aujourd'hui, nous dit Alexis Ouedraogo. Le Conseil constitutionnel a tranché, le oui l'emporte. Considérant à présent sur le résultat définitif de la consultation référendaire que l'examen des procès-verbaux n'a pas révélé des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, à en affecter le résultat d'ensemble et à empêcher ainsi le juge électoral d'apprécier l'exact reflet de la volonté exprimée par la majorité du corps électoral, qu'il convient en conséquence de proclamer ainsi qu'il suit le résultat définitif du référendum du 30 octobre 2016. Inscrit 6 313 758. Votant 2 678 601. Suffrage exprimé 2 655 001. Taux de participation 42,42%. Vote en faveur du oui. 2 480 287 voix, soit 93,42% des votants. Vote en faveur du non, 174 714 voix, soit 6,58% des votants. Considérant qu'au terme de l'article 6 de la loi organique numéro 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution, l'adoption du projet de constitution est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Au rang des présents de cette audience publique, des représentants de l'opposition, ils avaient introduit des requêtes qui ont été rejetées par le Conseil. Considérant cependant qu'aucun texte de loi dans le droit positif ivoirien actuel n'indique une procédure obligatoire à suivre pour l'adoption d'une nouvelle constitution, que c'est certainement la raison pour laquelle les requérants n'ont pas indiqué, eux non plus, la procédure qui devait être suivie et qui ne l'a pas été. Que dès lors, il ne peut être reproché au gouvernement d'avoir saisi l'Assemblée nationale, alors surtout qu'il s'agissait d'une consultation des représentants élus du peuple. Qu'il s'ensuit que ce premier grief ne prospère pas. Dernière étape avant la promulgation de la nouvelle Constitution, cette décision du Conseil constitutionnel ouvre définitivement les portes de la Troisième République. Fini le référendum, place aux législatives. La date est connue. Le scrutin aura lieu le 18 décembre prochain. La Commission électorale indépendante s'attelle donc aux préparatifs. La CEI commencera à recevoir les dossiers de candidature à partir de lundi 7 novembre prochain. Les candidats auront 10 jours pour remplir cette formalité. Mais quelles sont les conditions de candidature? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Digré. Des boxes de réception presque achevées, des bâches en cours d'installation. La Commission électorale indépendante réaménage son dispositif d'accueil pour les candidats aux législatives du 18 décembre prochain. Là où nous sommes, tout l'espace sera occupé par des bâches et les candidats, nous les imaginons très nombreux, donc avec leurs suppléants, ils seront sous les bâches et ils iront chacun déposer leur dossier dans les boxes. Donc derrière vous, vous voyez qu'il y a 14 boxes que nous sommes en train d'aménager pour recevoir les candidats. Pour que leur candidature soit validée, les postulants devront franchir une autre étape, celle des conditions d'éligibilité. Il faut être âgé de 25 ans au moins, être de nationalité ivoirienne de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale. La déclaration de candidature est à télécharger sur le site internet de la CEI en 2 exemplaires. Elle doit être accompagnée d'autres pièces. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne,
une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA du Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat à l'acceptation de la candidature de son suppléant, sur feuille libre légalisée, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant, un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie, en version numérique sur support électronique. 2 photographies noires et blancs de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-après. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés. Les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions, à l'exception du reçu de cautionnement de 100 000 francs du Trésor. Les dossiers sont à déposer au siège de la CEI du lundi 7 novembre au 17 novembre 2016 inclus. Allez, on quitte maintenant la CEI pour l'ONI, l'Office national d'identification, qui mettra en circulation de nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour. Ces nouveaux imprimés avec un niveau de sécurité plus élevé devraient contribuer à endiguer la fraude. Le patron de l'ONI a également annoncé que dès le lundi prochain, les nouveaux imprimés de l'attestation d'identité seront disponibles dans les guichets de l'Office national d'identification. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a eu une rencontre avec les responsables du syndicat national de l'enseignement primaire public. Sur la table des échanges, les préoccupations du SNEPSI, ce syndicat est venu présenter ses revendications au ministre afin qu'une solution soit trouvée, nous dit Herman Yamien. 9 points à l'ordre du jour de cette rencontre entre le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et les responsables du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI. Les responsables du SNEPSI sont venus exposer leurs différentes revendications au ministre Pascal Abinan afin qu'elles soient traitées avec une attention particulière. Entre autres, l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, le paiement du stock des arriérés, le problème des instituteurs adjoints et la finalisation du profil de carrière. Sur un ton courtois et franc, le ministre de la fonction publique a répondu à toutes les préoccupations. De quoi rassurer les responsables du SNEPSI qui se disent satisfaits de la rencontre. Nous pensons que c'est un cas de discussion qui est ouvert. Nous allons pouvoir continuer cette discussion, attendre que les préoccupations qui sont posées soient vraiment résolues dans le temps qu'il faut. Le ministre Pascal Abinan salue la démarche du SNEPSI. Pour lui, toutes les revendications doivent se régler dans la concertation. Nous avons été heureux d'accueillir le SNEPSI parce que c'est un des syndicats qui utilise la voie que nous souhaitons, c'est-à-dire la concertation et la négociation. Les instituteurs adjoints, c'est une instruction que M. le Premier ministre a donnée. C'était un corps qui devrait disparaître, mais compte tenu du besoin que nous connaissons dans l'enseignement primaire, donc ce corps ne va plus disparaître. Il va y avoir même des recrutements les années à venir pour pallier l'insuffisance d'enseignants. Le SNEPSI souhaite aussi que la sécurité soit renforcée dans les établissements primaires. Selon lui, certains enseignants favorables au cours du mercredi sont très souvent victimes d'agressions. Sur cette question, le ministre rassure, toute personne qui se rendra coupable d'un acte de vandalisme sera traduite devant les juridictions.
Nous partons maintenant pour l'Assemblée nationale où 4 projets de loi ont été adoptés hier par la Commission des relations extérieures. Ces projets ont été présentés par les ministres des Affaires étrangères, de l'Industrie, des Mines et des Transports. Il s'agit du projet de loi sur l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, le projet de loi sur la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile et le projet de loi sur la convention entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Portugal tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts. Ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés de la Commission des relations extérieures. La Côte d'Ivoire, notre pays, prendra part à la COP22 sur le climat à Marrakech, au Maroc. L'événement, je rappelle, aura lieu dans 3 jours. C'est donc du 7 au 18 novembre prochain. 195 États sont attendus à cette 22e conférence qui se tient 11 mois après celle de Paris. Herman Guivé. Décembre 2015, Paris, la capitale française, est transformée en bastion de défense de l'environnement. La ville abrite la COP21 et devient le centre névralgique de réflexion pour la protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Le pays valide la feuille de route issue de l'accord de Paris pour la protection de l'environnement et s'engage à y prendre part. L'accent est mis sur le renforcement de la gouvernance climatique et environnementale. Le ministère de l'Environnement en fait son cheval de bataille. Ce vendredi, à la primature, le pays annonce à nouveau sa participation à la 22e conférence des partis à Marrakech et fait cas de ses attentes. La Côte d'Ivoire attend de cette COP22 une meilleure prise en compte d'initiatives portant, outre sur le secteur de l'énergie, mais également sur l'agriculture intelligente, face au climat et la gestion intégrée des déchets. L'une des attentes majeures de cette COP22 est effectivement la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la feuille de route et surtout les facilitations pour bénéficier des fonds. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la COP22 qui s'ouvre bientôt à Marrakech sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera présente à la COP22, représentée au plus haut niveau par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour y présenter sa feuille de route qui, je le rappelle, s'appuie sur son plan national de développement 2016-2020. En plus des négociations sur le climat auxquelles elle participera, la délégation ivoirienne présentera des projets structurants qui portent en eux notre aspiration à l'émergence tout en démontrant le génie ivoirien. Au cours de cet événement, la Côte d'Ivoire favorisera le partage d'échanges au moyen d'un stand qui sera animé pendant 14 jours. Regard tourné vers la COP22, le pays se prépare à répondre efficacement au rendez-vous de Marrakech. Elle est veuve depuis bientôt 4 ans et vit dans la commune d'Abobo. Mère de 5 enfants, Marie Zongo, c'est son nom. Elle se bat comme elle peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Femme courageuse, elle est citée en exemple dans son entourage et notre reporter Kone Pagasoro l'a rencontrée pour vous. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sabiran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé, c'est ça je vends. Je regarde mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades, c'est moi qui occupe d'eux. Charrette à peine remplie que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, elle ne met pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle ne met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès,
Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici et puis il attend que c'est un vœu, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là, voilà, les encourager. C'est pour cela qu'il achète ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à se lever, faire le travail. Ils peuvent vendre. Et les femmes, qui là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Et comme cette brave femme, vous êtes nombreux à croire en la vie et vous le faites bien. Justement, la semaine de la vie vient d'être célébrée et à l'occasion, 100 kits de naissance ont été distribués dans des centres de santé à Cocody. C'est l'œuvre d'une fondation nommée Cœur et Cœur qui entend ainsi célébrer la vie. Delphine Gla. Sarah, Kendra et le petit Nangui sont aujourd'hui des bébés heureux. Tout comme leurs petits camarades des maternités des centres de santé de Blocos, de Umputo et d'Akwedo, ils reçoivent la visite de Marietta Kassi. Dans les bras de la présidente de la Fondation Cœur et Cœur, des kits de naissance, des kits d'accouchement. De quoi rendre heureuses les sages-femmes, mais surtout les mamans. J'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il a permis aujourd'hui et que Dieu même donne le soutien à la fondation et que cette fondation puisse toujours aller devant le tout. Dieu bénisse vraiment cette fondation pour qu'elle puisse toujours faire du bien au moment où ils sont et puis que cette fondation aussi vive longtemps. Pour cette semaine de la vie, ce sont une centaine de mères et leurs bébés qui ont été honorés. Une action qui est en réalité pour la donatrice un simple acte de foi. C'est ma façon à moi de dire merci à Dieu pour ces nouvelles personnes qu'il rajoute à chaque fois. C'est vrai que beaucoup partent, mais il permet aussi que d'autres arrivent pour combler le vide. Bébé, maman et personnel de santé heureux. Et après, les dons dans les maternités. C'est ici à l'hôtel communal de Cocody que la Fondation Cœur et Cœur a convié les Ivoiriens. Au menu, concert chrétien gratuit pour magnifier Jésus-Christ, pour célébrer la vie, mais surtout pour recueillir des dons en faveur des enfants malades. Et pour être en bonne santé, pour vivre, il faut bien lutter contre les maladies. Parmi celles-ci, on note le cancer. L'accent est mis donc sur la sensibilisation pour venir à bout de cette maladie. Une conférence sur le cancer du sein a été organisée par le HCR avec pour thème « Pas de refuge pour le cancer ». C'est un reportage de Patricia Omouitia. Une boule dans le sein, un changement d'apparence de la peau du sein, la rétraction ou la déformation du sein. Autant de signes qui ne trompent pas. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Les facteurs, l'obésité, le surpoids, la consommation d'alcool, en un mot, une mauvaise hygiène de vie. Une situation qui a poussé le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, à initier cette campagne de sensibilisation. Objectif, sensibiliser l'opinion publique sur le cancer du sein tout en véhiculant un message d'espoir. C'est vrai que je ne me suis pas laissée angoissée par le cancer. Je n'ai pas souvenir de moments où j'ai vraiment flanché parce que je n'ai pas voulu flancher. Pas parce que je suis une dure à cuire, non, parce que je me dis dans tous les cas, flancher ou pas, je fais quoi? Je flanche, il prend de la place. Je résiste, il recule. Tant qu'à faire, autant résister. Donc j'ai voulu écrire ce livre pour dire, écoutez, la meilleure manière peut-être d'affronter des pathologies de toutes sortes, c'est de célébrer la vie dans ce qu'elle a de magnifique, en termes de résistance, en termes de combativité, en termes de refus de faire allégeance à la maladie, en termes de plier le chine. Tenir donc debout. Une belle leçon de vie pour le HCR qui exhorte les réfugiés. Le HCR s'occupe d'une population d'à peu près 2000 réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de politique de camp en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui vivent avec les communautés. Donc ce que nous pouvons faire, c'est être un relais de communication pour que ces personnes que nous voyons plus fréquemment que d'autres institutions sanitaires ou médicales puissent accéder à l'information. Débutée en septembre, Octobre Rose, la campagne d'information du mois d'octobre pour sensibiliser au cancer du sein a pris fin. Mais avant tout, la lutte continue.
On parle maintenant économie avec le Crédit Bail qui finance les investissements d'équipement des entreprises, mais il est méconnu en Côte d'Ivoire. Alors une campagne de sensibilisation est menée auprès des PME et PMI pour qu'elles y souscrivent pour le développement des entreprises. On en parle avec Justine Seikiki. Le Crédit Bail est un prêt fait à travers l'investissement d'équipement. Le Crédit Bail ne donne pas de la liquidité, mais il finance essentiellement les moyens de production et d'exploitation pour les PME, avec des conditions qui tiennent compte de la réalité de ces PME-là. Existant en Côte d'Ivoire depuis 1960, il est cependant méconnu, d'où sa vulgarisation, sa promotion auprès des très petites entreprises et industries, des petites et moyennes entreprises et industries. Au cours de l'année 2016, nous avons formé plus que 800 entreprises. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 entreprises, 1000 PME, pour les former et en plus que ça, les préparer et les aider et les coacher à présenter des demandes de financement auprès des banquiers. Les entrepreneurs le trouvent avantageux pour eux. Dans le cadre du BTP, on vous dit, vous construisez et puis vous équipez. Et si vous n'avez pas ces possibilités, c'est difficile. Or, avec le Crédit Bail, vous pouvez construire, vous pouvez aussi faire équiper. Et vous avez de l'avantage en tout cas. En 2013, en Côte d'Ivoire, des crédits bail à hauteur d'environ 55 milliards de francs CFA ont été émis. L'État de Côte d'Ivoire compte faire davantage pour le développement des entreprises. Je vous conduis maintenant à la 16e édition de la Foire d'Égypte. Cette foire a ouvert ses portes le 27 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 9 novembre. Sont exposés des tapis, des moquettes, des salons et fauteuils, des parfums, des bijoux. Allez, et puis c'est en présentant cette variété d'articles, les exposants entendent consolider les relations commerciales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, découverte avec Perpétuquement et Serge Coléa. L'Égypte s'installe à Abidjan à travers sa foire commerciale. Pour cette 16e édition, les exposants égyptiens donnent le meilleur de leurs produits. Tapis et moquettes, flacons et parfums, lustres et antiquités, nettoyants ménagers, habits et sacs en cuir sont autant d'articles proposés aux visiteurs. Avec cette foire, les organisateurs veulent renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Depuis 2003, ils organisent la foire à Abidjan. Et à Abidjan, ils font du bon business. C'est tout leur point de chute. Parce qu'ici, ils ont toutes les opportunités d'affaires. Le représentant du ministre du Commerce, séduit par la variété des articles, appelle les opérateurs économiques ivoiriens à suivre l'exemple égyptien. Il ne tient juste qu'aux opérateurs économiques ivoiriens de se mobiliser, de s'organiser. L'Égypte est un pays ouvert. L'ambassade d'Égypte ici va leur faciliter tout ce qu'il faut. Le ministère du Commerce ne peut que les appuyer, ne peut que les accompagner, tout simplement. Les visiteurs, quant à eux, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils se sont dit fascinés par les articles proposés. J'ai l'habitude de venir ici depuis 3e édition maintenant. J'adore bien les chaussures, les bijoux aussi qu'ils vendent. Et je me souviens l'année dernière, j'ai acheté des ustensiles de cuisine qui sont encore là. Donc je compte bien les renouveler cette année. Plus de 32 stands pour environ 1000 visiteurs par jour. La 16e édition de la Foire d'Égypte prend fin ce 9 novembre. Nous prenons maintenant la direction de Daloa où les acteurs du transport étaient en conclave. Ils sont allés s'imprégner des textes régissant le secteur. On en parle avec Thérèse Tapeyopouy. Expliquer aux transporteurs ivoiriens le texte de loi de 82 réglementant le transport dans la sous-région, c'est l'objectif de cette rencontre à Daloa. Cette réflexion a été initiée par le Haut Conseil du transport. Nous avons lancé un appel aux transporteurs. Dès qu'ils vont rentrer dans leur localité, il s'agit de prendre attache avec l'autorité administrative pour organiser des séminaires d'explication de ces textes. Si les textes sont bien compris, il est évident que l'application ne posera aucun problème sur les routes. Selon ce test, un véhicule venant du Burkina Faso ou du Mali pour la Côte d'Ivoire a des itinéraires bien précis. Ce véhicule n'a donc pas le droit de circuler en dehors de l'itinéraire préétabli. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous voulons que
façon, on respecte le transport chez eux là-bas, ils n'ont qu'à nous respecter comme ça ici en Côte d'Ivoire, pour permettre à nos transporteurs d'évoluer. Les transporteurs souhaitent que des campagnes de sensibilisation soient menées pour l'application effective des tests réglementant le transport, afin de permettre aux transporteurs nationaux de vivre aisément de leur métier en évitant des concurrences déloyales. Hors de la Côte d'Ivoire, les électeurs américains ont déjà commencé à voter pour le scrutin du 8 novembre. C'est le vote anticipé. Il est autorisé dans 37 États. Parmi ces États, la Caroline du Nord, un État qui peut balancer côté démocrate aux républicains, comme on l'a vu en 2008 puis en 2012. On observe cette année un certain engouement pour ce vote anticipé, même si la campagne Clinton-Trump ne semble pas soulever des foules, selon des observateurs. Et je rappelle en Côte d'Ivoire qu'ici, le référendum est terminé. Le taux de participation, 42,42%. Le oui l'a emporté avec 93% contre 6,5% pour le non. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats du référendum publié par la Commission électorale indépendante. Décision rendue aujourd'hui. Et nous allons terminer en sport avec la 37e finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny qui aura lieu demain à 17h au stade Robert Champrou de Makori. La rencontre oppose, comme il est de tradition, le champion de Côte d'Ivoire au vainqueur de la Coupe nationale. Et cette année, ce sera une opposition AS Tanda, champion de Côte d'Ivoire, au CW Sport de San Pedro. Cette rencontre marque l'ouverture de la saison 2016-2017, fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention.